Bien, une diapositive sur un tableau célèbre puisqu'il s'agit de Guernica de Pablo Picasso. Alors désolé, je vais parler vite pour rentrer dans le temps imparti et limiter de la vidéo, mais vous pourrez toujours la repasser au ralenti si certains d'entre vous en font un commentaire plus appuyé. Alors, le contexte rapidement, c'est celui de la guerre civile espagnole. Je vous laisse aller regarder plus avant sur Internet et dans vos cours ce dont il s'agit. En tout cas, sachez qu'elle oppose le général Franco qui cherche à prendre le pouvoir et qui est un sympathisant des idées d'extrême droite et du fascisme, aux républicains espagnols qui sont plutôt affiliés au parti de gauche. Le lundi 26 avril 1937, qui est un jour de marché, donc il y a beaucoup de monde dans les rues en Espagne, eh bien 4 escadrilles de la Légion Condor allemande, ainsi qu'une escadrille de bombardement expérimental escortée par des bombardiers italiens et des avions de chasse allemands, procèdent au bombardement de la ville basque de Guernica. D'une certaine façon, c'est une manière pour Hitler de se faire la main et de voir si sa nouvelle armée est efficace et est prête pour la guerre. Il lâche 50 tonnes de bombes sur cette ville basque. Le bombardement commence à 16h30, les avions quittent le ciel à 19h30. Au terme de ce bombardement, vous voyez que 70% ici de la ville est en flammes, tout est absolument détruit et il y a 1654 morts. Picasso commence à peindre dès le 1er mai 37, donc vraiment à chaud. Il le fait d'abord à la demande du gouvernement républicain espagnol, dont il est proche au niveau des idées. L'idée, c'est que l'œuvre soit exposée dès le 25 mai, moins d'un mois après, donc, au pavillon qui représente l'Espagne lors de l'exposition universelle de Paris pour alerter justement les foules sur le sort de l'Espagne. Picasso refusera ensuite catégoriquement que sa toile rejoigne l'Espagne. Elle ne le fera qu'après la fin de la dictature de Franco et y arrivera en 1981. Alors, si vous aviez un doute sur votre mémoire, voici la toile dont il s'agit. Même si vous en ignorez le titre, j'imagine que vous n'en ignorez pas l'image. Alors, si on regarde la dimension de la toile, elle est extrêmement importante. Je vous l'ai mise ici dans son contexte d'exposition pour que vous vous rendiez compte de ce que cela procure aux spectateurs. Et évidemment, il s'agit bien de mettre les personnages à échelle humaine. On a vraiment l'impression d'être dans la scène, comme si elle se déroulait sous nos yeux, comme si on la vivait à notre tour, et ça lui donne évidemment un impact bien plus puissant. Si on revient à l'image du tableau, évidemment l'impression générale qui se dégage est celle d'un chaos. Alors déjà à cause de la perte de repères que l'on peut éprouver, mais on ne sait pas si on est à l'intérieur, ici il y a un plafond, des murs, ou à l'extérieur, puisque ici on voit au contraire se dessiner un immeuble, on voit ici des toits avec des tuiles, alors qu'ici on a un carrelage. Donc cette perte de repères, jointe à l'absence de perspective et au corps et aux objets enchevêtrés, donne évidemment une impression de panique, de carnage. Là aussi, vous voyez que les mouvements, les regards des personnages vont absolument dans tous les sens. La déformation des corps accentue aussi cette impression en traduisant la douleur. Donc les personnages semblent absolument prisonniers du carnage et le bombardement fait complètement voler en éclats la notion même d'espace. La source de lumière elle-même est ambiguë. Alors évidemment, le tableau est en noir et blanc, il y a quand même des nuances de jaune. Ça évoque le photo de presse. On a aussi cette référence à la presse dans le corps du cheval. Il se trouve que Picasso a effectivement fait ce tableau l'a réalisé à partir de photos du drame et d'articles qui le décrivaient. Donc c'est sans doute une référence à ce matériau de base.
Ça renforce évidemment le contraste entre les noirs très sombres qui évoquent la mort et des blancs très lumineux, hein, donc ces contrastes accentuent la violence de la scène. La lumière est apportée sur la partie droite du tableau, donc le regard du spectateur est attiré par celle-ci. C'est d'ailleurs là qu'on va trouver les principales notes d'espoir. Et si on revient effectivement sur la source de lumière, elle est étrange. Alors Picasso avait déjà, ici d'abord, il avait dessiné un soleil, hein, avec comme ça ces rayons très pointus, et puis finalement il a rajouté au centre cette ampoule, comme s'il voulait ternir un peu l'éclat de ce soleil qui se retrouve dévasté. Certains ont pu aussi y voir un œil, comme s'il y avait là un témoin, en fait, qui était garant de la justice à venir. Pourtant, la véritable source d'espoir vient du coup moins de ce soleil presque menaçant finalement que de ce flambeau qui apparaît juste à côté, qui est tenu comme ça de cette main qui émerge du plafond et qui pourrait évoquer la statue de la liberté et l'espoir du coup que cette liberté perdure. On peut voir peut-être aussi dans cette zone lumineuse la promesse d'une revanche, d'une justice à venir, et d'ailleurs on y reviendra, le visage de ces deux femmes est tourné vers la lumière. Alors, une petite remarque sur la composition quand même, et les lignes de force de ce tableau. Je vous l'affiche ici. Donc, vous voyez qu'elle est marquée par ici une séparation tripartite. Euh, Ici, des figures centrales qui attirent l'œil de par la lumière, et cette pyramide où on voit que l'ensemble du tableau va converger vers la bougie. Alors, si on regarde les trois parties, on a à gauche le taureau, avec la brutalité et la souffrance. À droite, la ville détruite, avec la population qui est en train d'agoniser. Et au centre, le peuple qui souffre et qui, en même temps, espère. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail justement de ces différentes figures pour essayer de comprendre un peu le symbolisme. Alors vous voyez qu'il y a 4 femmes dans le tableau et les femmes appartiennent aux 3 parties, hein. Donc c'est intéressant de les observer d'un peu plus près. Celle de droite essaye donc d'échapper aux flammes qui l'entourent, qui sont représentées par ces sortes d'écailles. On pourrait aussi y voir des dents de requin ou des dents de tigre, quelque chose qui va dévorer les corps. Elle essaie de leur échapper, elle a ses bras tendus vers le ciel dans un signe de désespoir et de tentative de fuite, mais elle n'y parvient pas. On voit effectivement la petitesse de la fenêtre et du coup elle marque son désespoir et ce cri de souffrance et d'agonie. D'ailleurs, on remarque que ses yeux peuvent évoquer des larmes. Alors elle fait penser ici, vous voyez, à une crucifixion qu'avait peinte Picasso en 1930, et du coup elle peut représenter le martyre des innocents. Si on regarde celle de gauche, eh bien cette femme tient son enfant mort dans les bras. On voit ce corps complètement désarticulé et sans vie, ses yeux fermés, ses bras ballants, ce corps comme ça en arc de cercle. Alors l'image de cette femme qui tient son enfant mort dans les bras évoque, on est en Espagne, bien sûr, la Pietà, donc la Vierge de douleur, qui tient le Christ à la descente de la croix, le corps de son enfant inanimé dans ses bras. Alors elle exprime évidemment toute cette femme, toute la douleur et l'horreur des guerres qui font des victimes innocentes. Là encore, vous voyez ses yeux en forme de larmes, sa langue en forme de couteau, avec cette bouche ouverte dans un cri de désespoir, et un visage qui est tourné vers le ciel, à la fois peut-être une marque d'appel à Dieu, et en même temps évidemment le désarroi
la souffrance extrême, parce que c'est de ce ciel aussi qu'est venue la tourmente. Euh, Passons à la femme qui est en bas du tableau, légèrement à droite. Hein. Vous voyez qu'elle se traîne péniblement au sol, elle a un genou à terre, elle est visiblement baissée. Elle lève elle aussi la tête dans une attitude implorante, mais elle continue à avancer et elle se tourne vers la lumière. Donc on pourrait y voir éventuellement le peuple espagnol qui, malgré ses souffrances, continue à lutter et à espérer la victoire. Enfin, on a cette femme porteuse de flambeau, une énigmatique porteuse de lumière. Hein. Sa tête est comme aspirée et en même temps elle émerge de l'extérieur pour éclairer l'intérieur et porter cette lumière porteuse d'espoir. Maintenant, voyons les autres personnages. Alors, on a au sol un personnage qui attire évidemment le regard de par son expression, mais aussi sa dimension très importante. On voit qu'il gît, les bras étendus, disloqués, coupés même. Sa main à gauche a une paume, hein, je vous l'ai mis ici en gros plan, qui laisse apparaître un réseau de lignes profondes. Hein, il y aurait plein de choses à commenter aussi, hein, cette étoile qui peut évoquer peut-être aussi l'étoile de David, on ne sait pas. En tout cas, elle évoque clairement la main d'un travailleur, hein, rappelant l'origine des combattants. Et on voit que la main droite, elle tient une épée brisée. Il s'agit donc bien d'un soldat. Au-dessus, une fleur est en train de pousser. Euh, alors traditionnellement, hein, la fleur est symbole d'espoir, mais vous voyez qu'elle est ici grandement menacée puisque elle est tenue par un mort et qu'elle apparaît presque en transparence, en filigrane, et que le jeu aussi des ombres dessine ici un visage très aigu avec un œil extrêmement menaçant qui regarde cette fleur et qui donc en menace l'existence. Euh, Maintenant, si on passe aux différents animaux, hein, puisque vous voyez que finalement les corps montrent quand même l'inégalité et la souffrance pour ce qui est des hommes. Eh bien, on voit que pour l'animal, il en va de même. On a donc cette jument hein, qui se tord de douleur, son corps est transpercé par une lance, dont la pointe ressort par le flanc. Tout son corps donc est couvert de traits noirs hein, qui évoquent la typographie du journal et de sa bouche ouverte, vue en contre-plongée, pointe une langue acérée qui évoque un cri perçant. Donc vous voyez que là encore, hein, de même que le personnage qui est à ses pieds et sur lequel il s'appuie, eh bien on représente le peuple qui souffre. Euh, et le cheval représente dans de nombreux tableaux hein, faits par Picasso le peuple espagnol. Alors on a un autre animal qui est à gauche du tableau, derrière la mère agonisante et éplorée, qui est le taureau, qui évoque le Minotaure, hein, qui apparaît de manière très très récurrente, qui est un thème quasi obsessionnel chez Picasso. Il rentre dans l'image de gauche à droite, mais il tourne la tête dans l'autre sens. Hein. Vous voyez que là, son corps est contraire à sa tête. Ses yeux de face fixent le spectateur. Son profil évidemment attire le regard hein, et il semble regarder hein, cette queue enroulée comme une spirale de fumée. Alors il fait donc penser hein, à ce monstre le Minotaure qui dévorait justement des victimes innocentes et il semble parfaitement indifférent puisqu'il leur tourne le dos à la souffrance des victimes. On y a pu y voir là la représentation de Franco et des nationalistes. Alors, un dernier animal, la colombe, hein, qui est ici. Vous voyez que, alors elle est traditionnellement symbole de paix, c'est peut-être pas la peine que je le dise, mais elle s'enfonce ici dans la noirceur du tableau et s'affole. Hein. Ses ailes semblent se détacher, elles semblent disparaître, il ne reste qu'une toute petite tache blanche.
Donc, pour conclure, hein, vous voyez que évidemment Guernica est une œuvre extrêmement puissante de dénonciation et de protestation. La toile n'exprime pas seulement l'atrocité du bombardement, mais l'atrocité de toute guerre. La sensation d'horreur, de chaos en fait une œuvre absolument universelle contre les monstruosités de la guerre et les souffrances qu'elle engendre. Voilà, pardon d'avoir été vite, mais je suis du coup dans les temps de la vidéo.